Here we go. So this webinar is the initiative of several members of the Clean Clothes campaign. I will soon leave the floor to our different intervenants. My colleague Zoé Dubois will start presenting a study that she wrote and we published at the end of last year that has the same name of the webinar we are presenting today. And so the study is Fashioning Apartheid, How the Fashion Industry is Complicit in Israeli Colonization. She will be presenting this, and then our colleague Jalil Bouridan from the union, the Belgian union CNA, who's organizing retail workers across the fast fashion biggest companies here in Belgium, will also share a word and present how solidarity is being expressed from workers in the retail sector. Very unfortunately, our colleague Nasir Mansour from the union, the Pakistani union NTUF, is not able anymore to attend this webinar. I will share the reason why, and we hope we can express solidarity and share our thoughts with him today. Him and his colleague Zehra Khan. Another trade unionist in Pakistan are targeted by yeah, they're threatened of a court intervention because of mobilization they've been doing in support of garment workers, and the management of this factory is suing them to prevent them to do their union work. So they have a last minute hearing today, and this is why he cannot attend, but he is with us in his thought, and we are for sure with him in our thoughts today. And we are very pleased to welcome Zainab Mahmoud, who will close this webinar, and she is from the movement Anti-Sweatshop Activist Against Apartheid, who's now active for more than 2 years in solidarity with the people of Palestine. So I will invite everyone who joined in the meanwhile to be sure you've chosen the channel, the language to follow the webinar, as our next presentation will be in French, but there is interpretation. So make sure you choose either French or English to follow the webinar, and the webinar is recorded. I'll let my colleague Zoe take the floor, and keep your questions, either post them in the chat and we will make sure to respond them at the end of the webinar, or you will be able to speak up later on. Zoé, up to you. Ouais, tu peux lancer le premier slide, je crois. Ouais, le deuxième même. Mais donc, bonjour à toutes et tous, et merci beaucoup d'assister à ce webinaire. Donc, je vais faire une présentation en 3 temps, qui est donc une présentation du rapport, comme Sana l'a expliqué, donc d'un rapport qu'on a sorti en décembre dernier, sur la question de la complicité de l'industrie de la mode et de l'industrie de l'habillement de manière plus générale avec la poursuite de la colonisation israélienne. Donc, je ferai d'abord une recontextualisation de pourquoi en fait on s'est intéressé à cette question-là et quel lien il peut exister entre l'industrie de l'habillement qui est a priori une industrie assez éloignée des champs de bataille, et le génocide en cours à Gaza et la colonisation des territoires palestiniens. Dans un second temps, je viendrai plus concrètement sur le lien qui existe justement entre cette industrie et l'apartheid israélien. Et finalement, je terminerai sur la question de savoir est-ce qu'on peut parler de complicité au sens du droit international, et en tout cas, quelles sont les obligations de ces entreprises au regard des crimes qu'Israël commet. Du coup, tu peux passer au slide suivant, Sana. Mais donc, pour commencer et recontextualiser un peu la... Ah, ça marche pas, les slides? Tu peux passer. Ah, voilà. Et même passe encore. Mais donc, pour recontextualiser un peu, la question de... Enfin, le choix de faire cette étude, c'était
tout d'abord, donc il y a évidemment le contexte du génocide en cours à Gaza, mais aussi plus généralement l'aggravation depuis les accords d'Oslo, donc en 93, qui était supposé instaurer la solution, enfin la dite solution à deux États entre un État palestinien, un État israélien. La colonisation n'a eu de cesse de s'accélérer dans les territoires palestiniens et avec une aggravation aussi de la situation pour les droits fondamentaux des Palestiniens, donc une augmentation de la violence de la part des colons et enfin notamment et qu'en fait depuis depuis les accords d'Oslo, une série de décisions de justice ont été prises qui ont condamné de manière non équivoque la colonisation israélienne, qui est qualifiée de crime. Donc c'est un crime de guerre au sens du droit international. Et donc on peut citer notamment donc la Cour internationale de justice qui a rendu un avis en 2004 à ce sujet-là, mais beaucoup plus récemment en 2024 où elle a reconnu l'existence d'un crime d'apartheid aussi. Et depuis le 7 octobre, donc, il y a eu toute une série d'ordonnances qui ont été rendues par la Cour dans une affaire qui a été introduite par l'Afrique du Sud à l'encontre d'Israël pour violation de ses obligations au regard de la question du génocide, dans laquelle la Cour reconnaît qu'il y a un risque évident de génocide, enfin un risque imminent et réel qu'un génocide soit commis à Gaza. Et donc, malgré le fait qu'il y ait des crimes qui soient largement documentés, qui soient aussi des violations du droit international continues, puisque la colonisation ne cesse de s'étendre et se fait de manière continue, il y a très peu de réactions internationales. Et de manière générale, quand il existe des réactions internationales, notamment de l'Union européenne, elle semble viser plus à maintenir un statu quo qu'à réellement faire changer le comportement et à réellement amener Israël à respecter ses obligations en matière de droit international. Et donc face à cette apathie, il y a un intérêt de plus en plus grand enfin, de plus en plus à la fois de chercheurs, mais de mouvements d'activistes aussi, et notamment les États-Unis, sont intéressés à la question enfin, de la responsabilité du secteur privé dans l'expansion et le maintien de la politique coloniale israélienne. Et donc, et dans cette lignée-là, les Nations Unies ont aujourd'hui il existe aujourd'hui une base de données qui est mise à jour qui est supposée être mise à jour tous les ans par les Nations Unies, mais c'est pas toujours le cas. Mais donc une base de données qui reprend toute une série d'entreprises qui sont considérées dont les activités sont considérées comme nécessaire ou en tout cas comme soutenant la politique coloniale israélienne. Donc ça, c'est un peu euh, ce contexte de base, c'est l'aggravation d'une situation depuis de nombreuses années, le fait que ce soit largement documenté et pour autant, pas grand-chose, enfin, très peu de choses se passent. Et dans cette perspective, l'idée de s'intéresser à l'industrie de l'habillement était de était double en fait. C'est à la fois très didactique de pouvoir utiliser une industrie qui est très éloignée a priori du champ de bataille. Si on, enfin, d'arriver à voir le lien qu'il existe entre cette industrie-là et la colonisation, ça permet de comprendre un peu comment la colonisation s'ancre et se développe à partir de l'assistance de toute une série d'acteurs, en fait, pas seulement l'industrie militaire ou financière, notamment et à la fois stratégique. Et ça, j'y reviendrai en guise de conclusion, mais c'est l'idée de montrer qu'en fait, une industrie comme l'industrie de la mode ou de l'habillement présente une cible de pression intéressante parce que c'est une industrie ultra globalisée qui, du coup, contre laquelle, du coup, on peut mobiliser toute une série à la fois de consommateurs, consommatrices, mais énormément de travailleurs et travailleuses. Si on prend une entreprise comme Zara, par exemple, ils sont présents dans plus de 90 pays, ils emploient directement euh, plus de 160 000 travailleurs et travailleuses, j'ai un doute sur mon chiffre, mais directement, et ça, c'est sans compter la sous-traitance. Et donc, voilà, tout ça, c'est des personnes mobilisables pour faire pression sur ces entreprises qui, elles, à leur tour, pourraient faire pression sur Israël. Et pour peut-être aussi recontextualiser, donc sans rentrer dans les détails de la manière dont la colonisation se traduit enfin, sur le terrain, ce qui est un point qui est développé largement dans le rapport, mais que j'ai pas le temps de développer ici. C'est de souligner qu'en tout cas, dans l'analyse qui a été faite dans le rapport voilà, la politique coloniale israélienne est vraiment analysée comme un système qui se réalise par une accumulation de toute une série de mesures qui garantissent au final l'expansion et le maintien des colonies.
que l'objectif de ce système apparaît assez clair au final, est vraiment de nettoyer ethniquement les territoires palestiniens pour réaliser ce que les personnalités au pouvoir aujourd'hui en Israël appellent le Grand Israël. Et donc, j'ai analysé toute forme de participation à un maillon du système comme une participation au système dans son ensemble, sachant que que ce soit la colonisation ou aussi aujourd'hui le génocide, bien évidemment, ce sont des crimes de masse et qui dépendent du coup, qui à la fois impliquent un très grand nombre de victimes, mais qui dépendent aussi de la participation plus ou moins active d'un très grand nombre d'acteurs, ou voire de la passivité d'un très grand nombre d'acteurs. Donc ça, c'est un peu pour contextualiser et donc rappeler aussi que donc, la colonisation en elle-même, la politique coloniale israélienne, donc qui consiste pour Israël d'implanter des membres de sa propre population dans un territoire qu'il occupe, est considérée comme un crime de guerre. Que l'apartheid, qui a été reconnu, donc, je le rappelle, par la Cour internationale de justice, est considéré comme un crime contre l'humanité. Et, l'offensive israélienne à Gaza est constitutive aussi d'un crime de génocide. Et ça, c'est un peu les présupposés enfin, dont vont découler tout le reste de l'étude. Donc, on peut passer au prochain slide. Et donc maintenant, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet. La question donc, qu'on s'est posée, c'était de savoir, tiens, mais en fait, quel lien il peut exister entre une industrie comme la mode et la colonisation israélienne. Et pour arriver à répondre à cette question de manière le plus concrète possible, quoi, la question était vraiment de savoir en fait quels sont les besoins d'Israël pour maintenir son système colonial. Et là, je les ai très fort résumés. Enfin, c'est beaucoup plus développé dans l'étude, mais par souci de concision. Je les ai résumés en, disons, trois moyens. Donc, qui est le fait d'assurer le développement des colonies, donc le développement économique, quoi, pas uniquement leur développement en termes d'occupation de territoire, disons. Donc, Israël a besoin d'assurer le développement de ses colonies, d'assurer la sécurité aussi de ses colonies et, in fine, de légitimer sa politique afin de garantir l'impunité à la fois de l'État, mais aussi des individus. Parce que j'y reviendrai, mais l'impunité joue un rôle hyper central en fait dans la manière dont Israël va développer sa politique coloniale. Et donc, quand on parle d'assurer le développement économique, enfin, c'est qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, les colonies israéliennes, c'est vrai, enfin, pour la plupart, donc il y en a qui sont des relativement petits villages, mais il y a beaucoup de colonies qui aujourd'hui sont des villes ultra développé, assez cossu, et il y a une réelle politique de l'État israélien de d'avantager en fait, enfin d'assurer le développement de ces colonies par notamment toute une série de mesures d'avantages fiscaux. Donc il y a un réel encouragement en fait à migrer dans les colonies, à la fois pour les personnes, mais aussi pour les entreprises qui vont bénéficier de toute une série d'avantages si elles décident de s'y implanter. Et c'est ce qui permet évidemment de garantir la continuité de la colonisation, c'est que on encourage en fait toute une série de personnes à continuer à y aller, malgré le contexte souvent particulièrement tendu. Donc, j'ai pas mis de carte, mais les territoires aujourd'hui sont complètement imbriqués. Donc, ce qui fait que, on a vraiment des villages palestiniens, par exemple, qui sont complètement encerclés de colonies. À chaque entrée de ville palestinienne, on va souvent retrouver une colonie qui se trouve vraiment juste à la frontière. Et donc, il y a déjà plus aucune continuité d'un territoire palestinien. Mais toutes ces colonies aussi ont un accès privilégié à Israël. Et donc, ce qui a amené toute la mise en place de toute une série d'infrastructures qui sécurisent les colonies, qui les séparent complètement des Palestiniens. Donc, c'est des routes, par exemple, qui sont complètement séparées. Donc, tout ça, c'est un peu ce que j'ai mis dans l'appareil sécuritaire des colonies, si on veut, avec à la fois une présence de l'armée, mais aussi vraiment des infrastructures complètement séparées et complètement protégées, notamment par un mur de la population palestinienne, qui par là même est criminalisée de par sa simple existence, quoi. Enfin, mais après, un dernier point qui, pour moi, est assez essentiel dans le maintien de cette politique, c'est vraiment la question de la légitimité. Et donc, on voit qu'il y a une politique assez, enfin, très agressive de la part de l'État israélien pour dominer la narrative. Et donc, on le constate notamment par une criminalisation très forte de tout mouvement de solidarité avec les Palestiniens.
C'est le cas notamment du mouvement Boycott des investissements sanctions, donc un mouvement qui a été lancé il y a plus de 20 ans maintenant par la société civile palestinienne et qui appelle à boycotter les entreprises qui soutiennent l'État israélien. Et c'est donc un mouvement qui est pacifiste pour le coup et qui s'inspirait de la lutte qui a été menée contre l'apartheid sud-africain et qui est aujourd'hui criminalisé en France, qui est criminalisé en Allemagne, aussi d'une certaine manière en Angleterre. Et donc, enfin, ça se voit aussi à travers le développement, enfin, l'amalgame constant qui est créé par Israël entre la question de l'antisémitisme et la question de la défense des droits fondamentaux des Palestiniens. Donc, il y a vraiment une, une maîtrise de la narrative et qui joue un rôle super important parce que ça permet à la fois aux États de ne pas agir et de tout le temps présenter le conflit comme extrêmement complexe et donc se dédouaner aussi de leurs propres obligations en tant qu'État tiers qui sont de faire respecter le droit international humanitaire. Et ça a un effet aussi, même sur la population israélienne, qui du coup est quand même assez peu mobilisée contre la colonisation, et ce qui garantit aussi que toute une série d'Israéliens continuent à s'installer dans les colonies, et qu'ils ont la garantie aussi d'avoir une vie relativement normale, c'est-à-dire que en fait, ils vont retrouver toute une série d'enseignes internationales, enfin, et pouvoir passer des colonies à l'État, enfin, dans les frontières internationalement reconnues, de manière tout à fait normalisé, quoi. Et donc, la question de la légitimité joue un rôle quand même assez important dans le maintien de cette politique. Euh, Ce qui m'amène à la question du coup de savoir quel rôle l'industrie de la mode peut jouer dans cette question de développement économique et de légitimation. On peut passer au prochain slide, pardon. Euh, je sais pas si tu peux passer au prochain slide, Sana. Enfin, hmm. Euh, donc, il y a la question ouais, de toutes les entreprises qui sont implantées en Israël et dans les colonies, donc qui évidemment sont un vecteur de développement économique. Donc, de manière générale, on a plutôt tendance à distinguer les entreprises qui sont implantées dans les colonies des entreprises qui sont implantées dans les territoires internationalement reconnus. Cela étant, en fait, dans l'étude, je les ai, enfin, j'ai considéré le fait d'être implanté en Israël comme le fait d'être implanté dans les colonies, comme finalement aussi, enfin, tout aussi, euh, pardon, j'étais perturbée par les commentaires. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, les colonies sont tellement imbriquées avec Israël que le fait de distinguer les territoires devient très artificiel. Et donc, par exemple, Zara aujourd'hui, et qui est citée à plusieurs reprises dans le rapport, est visée par une campagne de boycott des investissements sanctions. Or, Zara, ils n'ont aucune boutique dans les colonies. Enfin, le groupe Inditex, de manière générale, n'en a pas. Mais par contre, ils sont largement implantés en Israël et ils ont investi massivement en Israël depuis ces 3 dernières années, notamment depuis le début du génocide. Et désolée, Sana, parce que j'ai fait un ordre un peu bizarre de slides, mais tu peux passer genre plusieurs slides plus loin pour arriver sur la carte de Zara. Enfin, c'est juste pour donner un exemple encore après et encore après. Ouais, voilà. Pardon. C'est juste pour donner un exemple un peu concret de l'imbrication et du caractère ultra, enfin, de la connexion vraiment directe. Donc ici, vous avez un magasin Zara qui se trouve en territoire israélien internationalement reconnu. Et Maccabim, donc ça, c'est une colonie qui est considérée comme illégale également par l'Union européenne. Et en fait, c'est 8 minutes en voiture entre la colonie et le magasin Zara. C'est 50 minutes à pied d'aller de la colonie au magasin Zara. Donc, on sait que le magasin potentiellement emploie des personnes qui vivent dans la colonie et si pas, en tout cas, bénéficie à des personnes qui sont dans les colonies et qui, a priori, peuvent largement enfin, bénéficier de tout ce que Zara offre ou a à offrir en tant que consommateur, quoi. Après, dans les autres moyens dont tu as besoin, si je reviens à la question, donc il y avait le développement économique des colonies, mais il y a la question de la sécurité aussi. Et si on prend le cas de l'industrie de l'habillement et le lien avec la sécurité des colonies, il y a le cas vraiment tout à fait particulier des vêtements militaires et de protection.
Il y a toute une industrie, évidemment, qui fournit à la fois à l'armée israélienne et la police en vêtements de protection. Ça participe, en fait, finalement, c'est comme des armes, quoi. Enfin, ça participe au renforcement des capacités militaires de l'État israélien. Il s'avère qu'en plus, enfin, au moment du début de... juste après le 7 octobre, vu qu'Israël a fait appel à toute une série de réservistes pour pouvoir mener son offensive génocidaire dans les territoires à Gaza, il y a eu en fait un manque assez cruel de justement de vêtements de protection parce qu'ils n'en avaient pas suffisamment par rapport à tous les réservistes mobilisés. Ce qui peut paraître relativement secondaire, c'est avéré en fait un élément ultra stratégique et ultra essentiel pour l'État israélien pour pouvoir mener la guerre de la façon dont il l'a menée. Il y a eu des fuites en fait quelques mois après sur le caractère stratégique de ces vêtements. Et un cas qui est intéressant, c'est notamment donc une entreprise indienne qui fournissait l'armée israélienne et la police depuis longtemps, qui au lendemain du bombardement de l'hôpital d'Al-Shifa, donc ça c'était début octobre 2023, a décidé de cesser en fait les contrats avec l'État israélien au nom de son obligation de respecter les droits fondamentaux et de ne pas participer à des violations du droit international humanitaire. On peut considérer que cette entreprise l'a fait au nom de ce qu'elle considérait être ses propres obligations. Il y a le cas, donc voilà, donc les entreprises qui s'implantent comme développement économique, la question de la sécurité, et puis la question donc de la normalisation et de la légitimation de la politique israélienne. Et donc là, on en vient à des exemples comme notamment Zara ou Reebok. Donc Reebok, ils sont aussi visés par la campagne boycott des investissements sanctions. Eux, parce qu'ils sponsorisent la Fédération israélienne de football. Et là, ce qui est vraiment en question, c'est la question du soft power et quel rôle jouent ces entreprises-là dans le fait de vendre un certain lifestyle, de vendre une certaine éthique aussi, parce que si on revient à la pub de Reebok, je crois qu'elle est juste avant, Sana, dans les slides. Pardon, c'était un peu décousu cet enchaînement de... Ah non, pardon, elle reviendra beaucoup plus tard. J'y reviendrai après, du coup, mais la, oui, voilà, c'est que c'est des entreprises aussi qui ont tous des codes éthiques, qui vendent, enfin, je veux dire, elles vendent pas que des vêtements, elles se vendent aussi en tant que, enfin, voilà, Zara, c'est une entreprise qui prétend qu'elle respecte les droits fondamentaux des travailleurs et travailleuses, qui a des fondations avec lesquelles ils financent toute une série de projets à caractère sociaux ou de respect des droits humains. Et dans le même temps, Zara investit massivement en Israël au moment même où l'État commet un génocide. Et donc, ça pose vraiment la question de dans quelle mesure est-ce que ces investissements et le fait que Zara continue à faire du business as usual en Israël ne participent pas à la normalisation et à la légitimation de l'État israélien. Au même titre, enfin, et là, c'est vraiment la question de comment des institutions culturelles, comme l'est la mode, mais comme le sont aussi toutes les compétitions sportives, par exemple. C'est important de souligner que toutes les compétitions sportives, par exemple, ou culturelles, boycottent aujourd'hui la Fédération de Russie suite à l'invasion de l'Ukraine. Or, si on compare en fait la nature des crimes commis par Israël ou la nature des crimes commis par la Russie au sens du droit international, dans les deux cas, on est dans des cas de graves crimes internationaux qui sont supposés appeler des réponses tout à fait similaires, quoi. C'est-à-dire à la fois des sanctions de la part des États et en même temps l'obligation pour les entreprises de ne pas prêter aide ou assistance à à ces violations. Ce qui m'amène peut-être à mon dernier point, donc à la question de savoir, donc le fait pour des entreprises, soit d'investir en Israël, soit de vendre des produits de vendre des produits à Israël, dans quelle mesure, enfin, est-ce que ça peut entraîner une qualification, enfin, est-ce que c'est contraire à leurs obligations au regard du droit international, et est-ce qu'on peut parler de complicité au sens du droit international pénal? Euh, du coup, là, pour analyser cette question, euh, je me suis basée sur deux obligations, qui est à la fois l'obligation qui est largement reconnue pour les entreprises de ne pas prêter aide ou assistance à des violations graves du droit international humanitaire, et donc a fortiori la question de graves crimes internationaux. Dans ce cas-ci, il y a une affaire qui est particulièrement parlante et
peut servir d'exemple en fait par rapport à la question de l'industrie de l'habillement, c'est l'affaire Green Park. Donc ça, c'est une affaire qui concernait aussi la question de la colonisation des territoires palestiniens et qui a été jugée au Canada. Et donc en l'occurrence, c'était une entreprise de construction donc qui louait du matériel de construction à l'État israélien et du matériel qui en fait a été utilisé notamment pour construire le mur de séparation donc qui sépare les colonies des territoires palestiniens et qui a été considéré comme illégal par la Cour internationale de justice. Et donc s'est posé la question de tiens, est-ce que le fait de louer des bulldozers qui sont pas des armes à Israël, enfin, est-ce qu'une entreprise a le droit de continuer à louer du matériel de construction à l'État israélien, sachant qu'il y a des risques enfin, de grands risques que ce matériel soit utilisé pour commettre des violations du droit international humanitaire, en l'occurrence construire un mur d'apartheid. Et donc l'affaire n'a pas abouti pour des raisons procédurales, mais par contre, donc c'était jugé au Canada et la Cour suprême a reconnu le fait que, sur le principe, le fait pour une entreprise de louer du matériel qui va être utilisé ou qui risque d'être utilisé pour violer le droit international humanitaire, pardon, peut être considéré, enfin, est a priori contraire aux obligations des entreprises. Et donc, si on applique ce raisonnement-là aux entreprises de l'habillement, ben, en tout cas, si on l'applique par exemple à des entreprises qui livrent du matériel militaire, et notamment de protection, on peut considérer que enfin, le même raisonnement s'applique et que donc le fait pour ces entreprises de fournir du matériel militaire à Israël est contraire à leur obligation de ne pas prêter aide ou assistance. Et ça va être et on peut considérer, enfin, on peut appliquer ce raisonnement-là également à des entreprises qui sont juste implantées dans les colonies ou qui sont implantées en Israël et qui participent au développement économique, sachant que le développement économique des colonies est un élément essentiel de la politique coloniale israélienne et donc est un rouage de ce système-là. Donc ça, c'est donc à ce titre-là, on peut considérer que en fait les entreprises devraient se désengager des colonies et enfin à la fois des colonies et à la fois de l'État israélien. Et puis on peut passer au slide suivant. La deuxième question qui, enfin le deuxième aspect de la responsabilité des entreprises que j'ai analysé, c'est la question de la complicité, donc au sens du droit international pénal. Et donc j'ai analysé la question de la complicité par aide ou assistance. Et donc en gros, cette complicité-là, elle va se traduire par le fait soit de fournir les moyens du crime à quelqu'un. Donc, si demain, je sais que mon voisin risque très fort de tuer quelqu'un et que je lui fournis une arme, euh, en sachant qu'il risque de l'utiliser pour tuer quelqu'un, je peux être considérée comme complice du crime commis parce que je lui ai fourni les moyens de commettre ce crime. Et donc, la question, c'est de savoir, enfin, c'est du coup de poser enfin, c'est de montrer que typiquement, par exemple, pour les entreprises qui fournissent des biens militaires, on peut considérer qu'elles fournissent une partie de l'arme et donc qu'elles participent enfin, à aider Israël dans la commission de son crime. Une question qui était plus complexe, c'était la question des entreprises qui, donc notamment de la mode, qui paraissent a priori beaucoup plus éloignées des crimes israéliens et de voir dans quelle mesure est-ce que ces entreprises pourraient être considérées comme complices malgré tout. Et donc là, la question qui se posait, c'était de savoir dans quelle mesure est-ce qu'on peut considérer que ces entreprises encouragent Israël et, et donc que leur complicité se situerait plutôt dans le soutien moral qu'elles apportent à Israël dans la commission de son crime. Donc ça, c'est une autre forme de complicité qui découle de la jurisprudence internationale. Et un exemple, par exemple, très concret, c'est dans le cadre du génocide du Rwanda, par exemple, certaines personnalités politiques ont pu être considérées comme complices de crimes de génocide de par leur simple présence dans les lieux de commission du crime, parce qu'ils étaient tenus en haute estime par les criminels, et donc leur silence approbateur, si vous voulez, a été considéré comme une forme d'encouragement. Euh, et donc, parce qu'ils exerçaient une certaine influence sur les criminels. Du coup, là, enfin, le raisonnement qui est défendu, enfin la thèse qui est défendue en tout cas. Donc évidemment, c'est hyper compliqué de déterminer, de savoir exactement quelle influence, par exemple, une entreprise comme Zara ou une entreprise comme Reebok va avoir directement sur l'État israélien. Mais néanmoins, il y a quand même
plusieurs arguments qui plaident pour le fait de considérer, enfin, d'interroger en tout cas leur complicité. C'est de savoir le rôle particulier de l'impunité donc dans la politique coloniale même de l'État israélien. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, en Israël, donc tout d'abord, les crimes qui sont commis à l'égard des Palestiniens, que ce soit de la part de colons ou même de soldats israéliens, ne sont pratiquement jamais poursuivis et aucune enquête n'est même diligentée contre ces crimes. Donc il y a une vraie garantie d'impunité, si vous voulez, enfin, que l'État israélien garantit à ses citoyens et aux colons. Euh, enfin, s'ajoute à cette politique enfin, d'impunité le fait qu'il y a dans le même temps une vraie criminalisation de la société civile palestinienne qui sont un peu les derniers, enfin, qui est un dernier rempart contre l'impunité parce que eux vont documenter et eux vont enquêter sur les crimes qui sont commis à l'égard des Palestiniens. Et ces 2 dernières années, il y a toute une série d'ONG palestiniennes qui ont été classées comme des organisations terroristes, qui ont perdu tout leur financement et qui donc aujourd'hui sont en incapacité totale de faire leur travail, ce qui évidemment accentue l'impunité sur le terrain. Euh, il y a aussi une opacité totale de ce qui se passe en Israël. Donc, par exemple, il y a toute une série de rapporteurs spéciaux, enfin, donc des Nations Unies, dont le mandat est justement d'enquêter sur les violations et les crimes israéliens qui sont commis en territoire palestinien. Et ces rapporteurs spéciaux, donc qui sont pour les Nations Unies, n'ont jamais accès au territoire israélien. Donc, ils ne peuvent pas, et a fortiori du coup au territoire palestinien, vu que c'est Israël qui contrôle l'entièreté. L'entièreté des frontières, donc ce qui participe encore à, à ce climat d'impunité. Euh, et, euh, et enfin, et comme dernier point, ben, il y a eu donc les récents développements, notamment de la légalisation de la peine de mort à l'égard des prisonniers palestiniens, qui ne fait jamais que légaliser une pratique qui était déjà en réalité en place, mais la manière dont ça a été célébré par le gouvernement israélien, notamment avec du champagne, montre enfin, un niveau de déshumanisation et enfin, de banalisation qui, enfin, complètement enfin vraiment poussé à sa logique la plus extrême. Et or, toute cette impunité donc, qu'on retrouve vraiment au sein de l'organisation de l'État israélien, elle, en fait, elle se retrouve aussi à l'échelle internationale, dans le sens où aucun État ne prend jamais de sanctions contre l'État israélien et garantit ainsi, en fait, au final, que l'État israélien peut faire plus ou moins ce qu'il veut. Enfin, les États n'apporteront jamais, enfin, ne mettront jamais de limite à ce comportement-là. Et donc, c'est dans ce sens-là que le fait de soutenir l'État israélien, le fait de légitimer sa politique et même enfin, l'existence des colonies de la part d'acteurs aussi importants que des acteurs comme Zara ou Reebok, parce que Zara, c'est quand même le- enfin, l'entreprise de fast fashion la plus importante avec enfin, les bénéfices les plus importants participent en fait à ce climat d'impunité générale et donc c'est dans ce sens-là qu'on peut considérer qu'ils se rendraient complices par encouragement, sachant que tout l'objet du droit pénal et des poursuites des crimes, c'est justement de prévenir la commission des crimes. Donc c'est vraiment l'idée que les États ont l'obligation de prévenir des crimes et pour les prévenir, ils doivent poursuivre et donc lutter contre l'impunité. Donc c'est voilà, c'est un peu la logique qui est la thèse qui est défendue ici. Et donc, et pour ajouter une dernière pierre à l'édifice, et après je m'arrêterai pour laisser la parole à Jalil et à Zainab, enfin à Jalil plutôt, c'est la question de, non, juste revenir avant, enfin au slide d'avant, Sana, désolée, c'est que en fait, toutes les activités qui sont, enfin, toutes les entreprises que j'ai citées ici, non, encore après, pardon. Voilà, donc là, oh, merde. Bon, bah, enfin, c'est que dans toutes les entreprises qui sont citées, donc que vous voyez ici sur le tableau, donc on retrouve H&M, Puma, McDonald's, Zara, enfin toute une série d'enseignes qui. Donc ça, c'est en fait un tableau qui reprend toutes les enseignes qui ont quitté le marché russe
depuis le début de l'invasion en Ukraine. Elles l'ont fait de manière entièrement spontanée, donc elles répondent pas à des sanctions, enfin, à des sanctions qui sont prises par des États. C'est vraiment elles qui ont décidé de leur propre chef de quitter le marché russe. Dans le cadre de Zara, mais Jalil en parlera mieux que moi, mais pourtant, par exemple, Zara, le marché russe, c'était le deuxième marché le plus important, je pense. Et donc, elles l'ont fait au nom de leurs obligations de ne pas prêter d'aide ou assistance à des graves violations du droit international. Et donc, ça montre bien qu'elles ont, d'une part, conscience de leur rôle en tant qu'acteurs de soft power et de légitimation, mais aussi qu'elles considèrent avoir un rôle à jouer et qu'elles considèrent qu'elles ont des obligations, en l'occurrence, l'obligation de ne pas participer à ces violations. Or, comme je le disais plus tôt, ben, en fait, que ce soit l'invasion de l'Ukraine ou que ce soit la colonisation des territoires palestiniens ou le génocide, dans les deux cas, on est face à des graves crimes internationaux. Par ailleurs, dans le cadre de ce qui se passe dans les territoires palestiniens, c'est des violations qui sont documentées depuis plus de 20 ans, qui n'ont fait que s'accélérer. Et l'importance, enfin, le rôle des entreprises privées et notamment d'entreprises comme les entreprises de l'industrie du vêtement sont mis en avant depuis de nombreuses années. Donc, quand les entreprises décident d'investir dans les territoires occupés, elles le font en toute connaissance de cause. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Du coup, je passe la parole à Jalil. Thank you, Zoe. Yeah, thank you, Zoe. Jalil, it's up to you. I just need to let everyone know that we're a bit ahead of time, so you know. Jalil, thank you. Voilà, super, merci. Anne-Marie, si je parle un peu trop vite, n'hésite pas à me ralentir, d'accord? Voilà, parce que j'ai tendance parfois à parler vite. Euh, Bonjour tout le monde, je m'appelle Jalil, je travaille pour le syndicat belge CC et la centrale CNE au sein de ce syndicat. Je coordonne plusieurs équipes syndicales de terrain, entre autres dans le textile et tout ce qui est H&M, Zara, Primark, etc. Donc, je m'occupe essentiellement de ces marques-là. Merci à Shact et à Claes Compagnie de m'inviter aujourd'hui, ce midi, pour intervenir. Alors, simplement, c'est à dire que la campagne qu'on a commencée sur la Palestine en lien avec Zara et H&M, c'est des petites campagnes qu'on a démarrées, qu'on est loin encore d'avoir obtenu gain de cause et ce qu'on voulait réellement. Alors, comment ça s'est passé? En fait, avec l'équipe syndicale de chez H&M et de chez Zara, on était mobilisés avec surtout les militants aux différentes mobilisations autour de la question palestinienne et sur le génocide. On participait à toutes les manifs et on se demandait comment réagir et comment agir de la meilleure manière possible. Et il y a deux éléments qui nous ont permis de démarrer notre campagne et qui nous ont permis de démarrer notre mobilisation. On n'entend pas trop le bruit qui est autour de moi? Non, ok, parfait. Parce qu'il y a du bruit, j'entends dans les couloirs. La première chose, c'est l'appel de boycott BDS qui était suite à l'annonce de Zara, parce qu'il faut savoir que Zara appartient au groupe Inditex, et le groupe Inditex, en fait, c'est huit marques, hein, c'est Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, etc., Oysho, Zara Home, et c'est le premier groupe textile mondial pour l'instant. Et ils avaient annoncé l'ouverture du plus grand magasin du monde, 5000 mètres carrés, en Israël. Et suite à l'annonce de cette ouverture du magasin, BDS, boycott des produits en Israël, avait appelé à boycotter la marque Zara. Et avec les travailleurs de Zara, avec les délégués, on s'est posé la question de comment on pouvait mobiliser sur cette question-là. Et là, ça a vraiment été pour nous un élément important parce que ça nous a permis de retourner la revendication. Donc, évidemment, il n'était pas envisageable pour nous, défenseurs des travailleurs et des travailleuses belges chez Zara, d'appeler à boycotter le magasin. Ça, c'était difficile. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retourné la situation en disant, attention, comme Zara collabore et participe au génocide en Israël en maintenant ces magasins là-bas et à la colonisation en Cisjordanie, le fait qu'il y ait une campagne anti-Zara pourrait avoir un impact sur les travailleurs et travailleuses belges parce que si il y a les gens qui boycottent les magasins, ça fait moindre chiffre d'affaires et donc une menace sur les magasins et sur l'emploi des travailleurs en Belgique. Donc on a utilisé cette campagne pour dire pourquoi
il fallait que les travailleuses et travailleuses en Belgique se mobilisent sur la question palestinienne et pourquoi c'était un danger pour nous. On a utilisé cette question-là. Et le deuxième élément qu'on a utilisé, Zoé l'a rappelé lors de l'introduction, c'était ce qui s'est passé avec l'invasion russe de l'Ukraine. Il faut savoir que le groupe Zara, à ce moment-là, a fermé plus de 500 magasins en Russie, qui était le deuxième plus grand marché Inditex au monde, avec plus de 8% des bénéfices du groupe venaient de la Russie, et ils avaient fermé en solidarité avec le peuple ukrainien, etc. Et donc nous, on a joué là-dessus en disant la menace de boycott des magasins Zara, plus le fait qu'il y ait un deux poids, deux mesures du groupe Zara par rapport entre la Russie et Israël, nous impose de nous mobiliser et de bouger sur la cause. La question, c'est qu'on ne voulait pas, en tant qu'organisation syndicale, avoir une position qui partait simplement d'une position de bureau sans qu'elle ait un aval du terrain, et on voulait la construire avec les travailleurs et travailleuses. Donc, dans plusieurs magasins, on a commencé à réfléchir à une motion qui deviendrait un communiqué de presse sur la solidarité avec la Palestine. Et on l'a travaillé avec eux et on a commencé à créer un certain nombre de revendications. Alors, évidemment, on a des revendications globales qu'on a pu débattre et travailler avec les travailleurs, qui étaient la fin du génocide à Gaza. On a travaillé pour demander aussi que l'État belge reconnaisse l'État palestinien. On avait demandé à l'époque la fin de la colonisation en Cisjordanie. On a travaillé aussi à une campagne où on demandait aux travailleurs et aux travailleuses de l'entreprise de se mobiliser dans toutes les actions qu'il y avait souvent le week-end en solidarité avec la Palestine ou en soirée. Mais on ne voulait pas s'arrêter là. Et là, on avait le plus gros morceau. Comment convaincre les collègues dans les magasins de soutenir une motion dans laquelle on appelle clairement la direction internationale à fermer ces magasins en Israël. Attention, on ne demandait pas au groupe de fermer ces magasins dans les territoires occupés, parce qu'on n'était même pas sûr qu'il y en avait. On a clairement demandé de fermer tous les magasins qui se trouvaient sur le territoire israélien. On a mené une campagne d'arguments, etc., sur le terrain, etc., et on a pu convaincre les collègues que nous, travailleurs de Belgique, vu la situation ignoble qu'il y avait en Palestine, on pouvait demander la fermeture des magasins sur le territoire israélien du groupe Zara en tant que travailleurs belges, même si cela avait évidemment un impact négatif sur les travailleurs israéliens qui risquaient par la même occasion de perdre leur travail. Donc, ça a été une campagne qui nous a demandé beaucoup d'arguments, un vrai travail de terrain, mais on a pu ressortir avec une motion majoritaire qui s'est transformée en communiqué de presse qu'on a diffusé en Belgique. Ça, c'était l'étape numéro 1 de notre campagne. L'étape numéro 2, après, c'était d'essayer de pas y aller seul, c'est d'y aller tous ensemble. Et donc, on a développé deux axes. Deuxième axe, ne pas laisser Zara dans une situation seule. Donc, on a mené une campagne parallèle de la même acabit chez H&M, avec l'équipe syndicale H&M, où on a créé la même campagne, la même motion, et on a travaillé sur une motion plutôt dure. On n'a pas été du tout sur le droit international, on a été sur des revendications qui nous semblaient des revendications de valeur. Ces revendications de Zara ne peut pas et H&M ne peuvent pas maintenir des magasins sur les territoires où il y a un génocide et une colonisation. C'est vraiment ça sur lesquels nous avons débattu, et chez H&M, on est sorti avec la même motion. Après, on a été au niveau européen. Il faut savoir que chez Zara et H&M, nous sommes en Belgique le syndicat majoritaire. Donc, au Conseil d'entreprise européen, on a défendu cette motion. Et on a demandé à tous les autres syndicats européens, donc majoritaires dans leur pays, de soutenir la motion et de défendre ça tous ensemble et de pouvoir en sortir un communiqué de presse et surtout en sortir avec une position qui soit la même dans tous les pays face à la direction. Là aussi, on a eu plusieurs délégations syndicales qui, après avoir eu de nombreux débats, ont accepté de signer notre motion, qu'ils ont enrichie avec leurs propres demandes et leurs propres revendications. Et par exemple, il y a eu une demande de rajouter à l'époque la libération des otages israéliens suite au 7 octobre, mais on a demandé alors de rajouter à la motion le fait qu'il fallait que Israël libère tous les prisonniers politiques qui étaient sur le territoire palestinien, etc., etc. Donc, on a un peu enrichi cette motion et on a pu la défendre. Donc, c'était une première ou une motion portée par les travailleurs, les délégués syndicaux belges étaient portés par les travailleurs et avait été signée par tous les syndicats européens. La réponse de la direction la réponse de la direction était que il n'était pas possible pour le moment de fermer les magasins en Israël, non pas qu'ils étaient contre, parce qu'ils disaient que c'est vrai que la situation était compliquée, etc. La position du groupe au niveau international, c'était de dire que c'était des magasins franchisés
avec lesquels ils avaient un accord sur plusieurs années et qui ne pouvaient pas rompre un contrat comme ça, et qui ne pouvaient pas fermer les magasins. Donc, ça, c'était la réponse qu'ils nous ont donnée, qui n'était pas satisfaisante à notre goût, parce qu'évidemment, la franchise, ça reste un contrat qu'on peut totalement, évidemment, arrêter de manière unilatérale pour les causes et toutes les réponses que Zoé nous a données juste avant en introduction, la situation très particulière du territoire. Ensuite, on a porté la même motion du côté de chez H&M. Là, nous avons eu un peu plus de résistance au niveau de certains syndicats au niveau européen. Donc, il y a certaines délégations syndicales qui ont apporté leur soutien à la motion et d'autres qui ne l'ont pas encore fait. Certaines veulent faire des modifications, mais qui nous semblent un peu compliquées à avoir. Donc, on est encore en train de débattre avec eux pour essayer d'avoir le meilleur texte possible. En tout cas, nous, avec les syndicats avec qui nous avons déjà un accord, dont les syndicats italiens, espagnols, etc., français, nous avons déjà lancé la demande auprès de la direction d'H&M, qui était la même, de demander la fermeture des magasins H&M sur le territoire israélien. Ça, évidemment, c'était l'étape 2. Maintenant, on veut travailler à l'étape 3, qui était de faire comme nos camarades italiens, qui ont pu faire des actions syndicales, réellement de grève, de fermeture de magasins, d'actions collectives, de rapport de force sur cette question palestinienne. Je ne vais pas vous cacher que c'était beaucoup plus compliqué sur ce sujet-là, de mener des réelles actions de blocage et de fermeture des magasins. Par contre, chez Inditex, on est en train de travailler avec les autres syndicats européens sur une autre action qui serait plutôt de démarrer par une action symbolique de travailleurs Zara dans différents pays où au même moment on mènerait des actions devant le magasin le plus gros du pays ou le magasin le plus symbolique du pays avec des drapeaux palestiniens et en demandant la fermeture des magasins en Israël. Donc là, on est en train d'avancer sur cette question-là. On ne sait pas, on a fait la demande officielle à tous les autres syndicats, on attend leur réponse. On espère pouvoir construire cette première action symbolique où on aurait, et l'objectif, c'est pas d'avoir une action de syndicaliste. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une action avec les travailleurs et les travailleuses à la base pour faire monter le rapport de force et pouvoir imposer à Zara et H&M à se positionner publiquement sur la question, parce que là, ils le font que dans les tables de discussion, dans les tables de négociation, mais ils ne le font pas publiquement. Donc, on pense par cette manière-là qu'on arrivera à construire à la base des rapports de force qui vont accompagner toutes les campagnes de boycott et d'apartheid sans tomber dans le piège que nous, on a en tant que représentants des travailleurs, de ne pas pouvoir dire, entre guillemets, il faut boycotter la marque. Parce qu'évidemment, dire à des travailleurs de dire qu'il faut boycotter leur propre emploi, la marque qui les emploie, vous comprenez bien que c'est compliqué pour un syndicat. Par contre, de demander qu'ils ferment les magasins là-bas, c'est une campagne sur laquelle nous avons eu du soutien et sur laquelle nous pouvons avancer. Alors, on a eu pas mal de difficultés pour porter cette campagne, mais on y est arrivé. Ça a porté, c'est une campagne qui a été portée sous 7 ou 8 mois, entre le moment où BDS a appelé à fermer jusqu'au moment où on a pu avoir cette motion de solidarité européenne. C'est quelque chose qui a porté 8 mois, mais c'était très important pour nous de le démarrer à la base et pas juste en sortant un communiqué ou en disant juste participer aux différentes manifestations. Et ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'un certain magasin, les travailleurs seraient prêts à se mettre pour la première fois en grève, parce qu'évidemment, s'ils font une action symbolique devant leur magasin, même s'ils ne ferment pas leur magasin, ils vont devoir se déclarer en grève et perdre du salaire. Mais on commence à avoir des retours de certains travailleurs qui seraient prêts à symboliquement se mettre une journée en grève en solidarité avec la Palestine. Et donc, ce serait une première pour nous de pouvoir le faire. On doit encore approfondir. Il y a encore du boulot à faire. Comme je l'ai dit, on est dans le début d'une dynamique, mais on espère pouvoir approfondir ces discussions. Voilà, j'ai essayé d'être vraiment synthétique, contrairement à ma collègue. Non, je rigole. Thanks a lot, Jalil, for this important work, and hopefully we will see one day this global strike of Zara workers and this having an impact on their shop in Israel, shops actually, because there are several of them. I will now leave the floor to Zainab Mahmoud from the movement Anti-Sweatshop Activist Against Apartheid. And as I mentioned, we were a bit ahead of time. I hope everyone can remain online a little longer to follow Zainab's presentation till the end. I will share the slides as well right now. Thanks, Sana, and thank you everyone for being here. Could we go to the second slide, please?
So, Anti-Sweatshop Activists Against Apartheid is a grassroots collective raising awareness about and acting against the fashion industry's complicity in the occupation and ethnic cleansing of Palestine. We have over 100 signatories that span across activists, campaigners, artists, academics, unionists, and labor rights organizations that stand in solidarity with Palestinian liberation. And we have a small organizing group who conduct research and create social media content and plan and deliver actions and events, which I'll get into more if we could go to the next slide, please. So we conduct and share research on the fashion industry's complicity in the occupation of Palestine. So we have a series on Instagram called Cashing In on Apartheid. Each post focuses on one brand. So you can see an example here that was about Reebok. And then off Instagram at the moment, we're working on a report on brands that are sourcing from Delta Galil in Israel, and also developing a database of brand complicity. So those are two things to look out for in the future. We share, plan, and take part in digital and in-person actions. So we share digital action toolkits and provide resources that people can print out or use as inspiration to make materials for in-person actions. We amplify the demands of BDS. So whenever we see an update from them on a fashion brand, we will share it or add our own comments or research to that, ensuring that our kind of strategy and messaging aligns with BDS. And we deliver and participate in events. So at mainstream sustainable fashion events, we've had stalls, we've delivered talks to make sure that we're engaging people in person and sharing our message and research. Could we go to the next slide, please? Yeah, this one. So this started in October 2023 when we wanted to just turn our despair into action and wanted to do something. And we were very disappointed. So the founding members of the group are basically all fair fashion campaigners. Most of us had worked together before, targeting brands for their lack of ethics, and had separately had interest in or supported the Palestinian cause, but hadn't done any work on it together. And we were disappointed in the overall silence from the fair fashion, sustainable fashion community, and thought this was an opportunity to mobilize. So we leveraged our fashion campaigning experience and networks to build something that would be greater than the sum of our parts, especially considering how hard research is to come by. Building alliances helps to strengthen and disseminate what we do have, and kind of having an aligned message under a campaign name like ours can be a lot more powerful than separately as individuals or organizations putting out messages or research to support the Palestinian cause. Could we go to the next slide, please? Why Palestine is an important part of the political education of activists interested in the garment industry. It really challenges our commitment to ethics by looking beyond the factory floor. Mainstream fair fashion campaigning is largely focused on pay and treatment of garment workers, but under this campaign, we look really far beyond that and have learned a lot about how different companies can be unethical and complicit in different ways. We also do talk about the colonial legacy of exploitation in the fashion industry, whether it be talking about India, Bangladesh, other regions. And we really can't kind of talk about that without Palestine, especially as the violence is escalating right before our eyes. We can also expand and deepen our research and advocacy. So we're expanding our understanding of the ways in which the fashion industry can be unethical, and therefore adding a layer to the analysis and advocacy. So we're paying closer attention to who owns fashion brands and what agendas they might have. We look at shipping and manufacturing companies more closely. So Maersk is an example of a shipping company that's been targeted by BDS, and it also
ships and has partnerships with big fashion brands and kind of aids in greenwashing their practices with their so-called green shipping technology. And then we can also analyze so-called green and ethical brands like Organic Basics, who are sourcing from Delta Galil. So we're adding a lot of layers and different aspects to analysis of ethics in the fashion industry. Could we go to the next slide, please? In terms of actions that people have been participating in, we established a block at the London marches for Palestine. So we are at basically every march with the banner that you would have seen on the cover slide, and we make placards. We make new placards when there are new brand targets or messages that we want to put out. People often join this block alone. Sometimes it's their first time going to a march. It might be their first time engaging with these topics. And we have quite a tight security protocol. So we've been part of people's experience of protesting safely or protesting for the first time, and kind of being in community with other people, advocating for a cause that they care about. In terms of digital actions, when we share our toolkits, they usually include guidance on how to flood brands' social media, and will include links to email templates so we can make it really easy for them to target brands like from their sofa, from their desk, on public transport, wherever, if they have a phone and access to the internet. And then I've added what I've called sneaky actions because they're not disruptive per se, but on the Global Day of Action against Reebok, we designed these cards that you could put inside Reebok shoes or clothing. So a group of us went into some stores here in London and put those, but these were also available for people to print and go to stores. And we usually call them pocket drops, but in the UK, we only have Reebok shoes, so we were calling them shoe drops. And you can see there that people at over 20 cities across the world participated in this action. Could we go to the next slide, please? In terms of the impact we're having so far, people have featured our statement and our other work in their research and in magazine articles. We don't really know what the trigger was for Puma ending their sponsorship of the IFA, but this did happen since our campaign was launched. And then we've mobilized fair fashion advocates to join the Palestine solidarity movement when they may not have otherwise. I can think of one specific person who I'd worked with before October 2023 who didn't even know what Palestine was. And then, they've gone on to become a signatory and an advocate for our campaign, and obviously go on to learn more about Palestine and why they should stand in solidarity with the cause. And as a second strand, by showing up at the London Marches for Palestine and other events, we've been able to mobilize the public to question fashion industry ethics by making a presence and telling people about fashion and the garment industry in kind of mainstream spaces where people are standing with the Palestinian cause. Could we go to the next slide, please? This is a QR code that takes you to our campaign statement and where you can sign on as a signatory if you would like. And our contact details are also there if you would like to get in touch or just stay updated about what we're up to. Thanks a lot, Zainab, and thank you everyone who attended the webinar. We are beyond of time and not ahead, as I kept on saying. Sorry for my English. If anyone has a burning question, please raise your voice now, and we will then leave everyone to the rest of the day. I don't see everyone, but
Okay, I see lots of thanks in the chats, meaning there will very likely not be any questions. So please, I would say that please follow the work of anti-sweatshop activists against apartheid. Also follow the links of the Clean Clothes campaign, of ASHACT, of CNA to know more about it. For the Belgian people amongst the crowd today, please join the demonstration on Sunday afternoon. Zoe, you seem to be willing to. Viviane, Ah, Viviane? yes, sorry, Vivian. So sorry. Hey everyone. First of all, thank you very so much for the presentation. Sorry that I was thinking if I ask or not. I mean, now we were talking a lot about fashion brands, but one thing from Zoe's presentation really also struck me when it comes to military clothing. I mean, beyond because this is an essential thing. Is there any, I mean, I was just curious, is there any way of also getting transparency where these things are produced and whatsoever? Because I see also, I mean, for example, thinking back in history, Adidas was one of the producers of the Nazi regime, like all these connections. Yeah, beyond fashion providers, but is there any sort of research or knowledge or how to maybe also target this? Because I mean, in general, militarization is right now happening on so many scales. How campaigning can also target there. I will let Zoe maybe try to respond. Oui, je vais répondre en français. Enfin, je vais répondre en français, c'est OK. Mais j'ai mis là dans le chat un lien parce que la Clean Clothes Campaign avait déjà commandité une recherche spécifiquement sur la question des vêtements militaires. Et il y a eu un article qui est dans le chat là-dessus. Mais effectivement, c'est une question qui est à creuser. Et par ailleurs, j'ai découvert complètement par hasard hier que de plus en plus d'entreprises d'armement commencent à produire des vêtements. Et donc, dans un truc un peu enfin, de complet enfin, greenwashing ou social washing, mais donc, du coup, on peut se retrouver avec des espèces de vêtements sportswear comme ça, mais qui sont en fait le fruit enfin, d'entreprises d'armement, quoi. Donc, il y a un lien enfin, très particulier aussi entre, du coup, le vêtement, enfin, même, du coup, de l'armement qui devient fashion. Enfin, parce que c'est des vêtements qui sont vendus enfin, c'est pas des vêtements techniques, quoi. C'est des vêtements vendus sur Internet pour tout le monde. Donc, enfin, je crois oui, il y a vraiment quelque chose à creuser avec évidemment, comme tu le soulignais, toute la question de la transparence, où c'est très difficile de remonter les chaînes de production et de savoir enfin, qui produit pour Israël. Enfin, et donc ça, c'est un gros enjeu. Je crois qu'il mériterait d'avoir une campagne aussi spécifique, quoi, sur le vêtement de travail ou sur les vêtements militaires. Parce que là, on parle d'Israël, mais en fait, c'est une question qui est bien plus large dès qu'on touche à une question d'armement, quoi, enfin, en termes de violation potentielle des droits humains. Mais c'est pas vraiment une réponse, mais plus, je pense qu'effectivement, on doit creuser cette question-là beaucoup plus avant. Thank you, Zoe. Thank you, Vivian, for your question, and let's work this further. I will thank Anne-Marie once more for the translation interpretation all along the webinar, and thank you everyone for attending. And free Palestine, obviously, if needed to remind, yeah. Merci à toi. Ouais, merci beaucoup, Jalil, and thanks so much, Zainab, for attending.